Juillet 1943. Koursk. Panieri. Quelques centaines de mètres séparent la ligne soviétique d'une masse d'acier qui avance sans hésiter. Pour un officier européen, pour un observateur français, cette scène résume tout ce que l'on croyait savoir sur la guerre moderne. Des chars lourds allemands, sûrs de leur blindage frontal, progressent comme une forteresse mobile, convaincus qu'aucune arme terrestre ne peut les arrêter de face. Pourtant, en quelques secondes, cette certitude va être écrasée par quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là. Le sol tremble sous les explosions. L'air est saturé de poussière, de fumée noire et de fragments brûlants. Les moteurs grondent, les chenilles labourent la terre grasse du saillant de Koursk. En tête de la colonne avance un tigre, symbole même de la supériorité blindée allemande. Pour les équipages, la menace vient des flancs, jamais de l'avant. Les distances sont calculées, les angles maîtrisés, les risques jugés acceptables. Mais ils ignorent qu'à cet instant précis, un canon conçu pour détruire des bunkers et non des chars est pointé droit sur eux. À 500 mètres seulement, un équipage soviétique met en joue le Tigre en tir direct. Le commandant prend une décision qui ne figure dans aucun règlement d'artillerie. Ce canon n'est pas un canon anti-char. C'est un obusier de 203 mm, une arme lente, massive, destinée à briser le béton, pas à affronter des monstres d'acier en duel frontal. Et pourtant, l'ordre est donné. Le coup part. Un seul. L'onde de choc est si violente qu'elle semble figer le champ de bataille pendant une fraction de seconde. L'obus de près de 100 kg traverse l'espace à une vitesse dévastatrice. Quand la fumée se dissipe, le Tigre n'existe plus. À sa place, une carcasse écrasée dans la terre, enfoncée de près d'1 demi-mètre. La tourelle a été arrachée, projetée comme un simple morceau de métal. L'équipage et l'infanterie qui suivaient sont anéantis instantanément. L'attaque s'arrête net. Pour un lecteur français, pour un officier d'état-major européen, cette scène choque profondément. Elle contredit toute la logique enseignée dans les écoles militaires occidentales. Une pièce d'artillerie lourde, lente, théoriquement vulnérable, vient de réduire à néant l'un des chars les plus redoutés de la guerre. Plus tard, dans un rapport allemand, un officier écrira que les soviétiques ont utilisé une arme anti-char d'une puissance inconnue. Il ne saura jamais que ce n'était pas une arme anti-char, mais une masse conçue pour broyer des fortifications. C'est à partir de ce type d'épisode que les analystes militaires français, après la guerre, commenceront à s'intéresser sérieusement à cette pièce d'artillerie soviétique, non pas comme une curiosité exotique de l'Est, mais comme une remise en cause brutale des certitudes européennes. Cette arme portait un surnom que même les adversaires allemands utilisaient avec un mélange de peur et de respect, la masse de Staline. Mais pour comprendre comment un obusier de 203 mm a pu devenir un cauchemar pour les chars, il faut remonter bien avant Koursk, bien avant que les blindés allemands ne roulent vers l'Est. Il faut revenir aux années 20, dans une Europe encore traumatisée par la Première Guerre mondiale. Pour un observateur français, cette période est familière. Les leçons de Verdun, des lignes fortifiées, du béton et de l'artillerie lourde sont encore fraîches dans toutes les mémoires. À Moscou, les stratèges soviétiques tirent une conclusion simple et implacable. La prochaine guerre ne se gagnera pas uniquement avec des canons de campagne. Les positions fortifiées, les bunkers, les points d'appui en béton exigent une puissance de feu radicalement supérieure. En 1926, un programme est lancé pour créer un obusier capable de réduire en ruine les fortifications les plus solides de son époque. Le calibre choisi n'est pas un hasard, 203 mm, suffisamment large pour transporter une charge explosive capable de pulvériser le béton armé. Les ingénieurs travaillent sans relâche, les délais sont serrés, les exigences extrêmes. En janvier 1928, le projet est prêt. Les premiers prototypes apparaissent au début des années 30. L'arme est gigantesque. Un tube massif monté sur un affût chenillé, capable d'envoyer des obus à près de 18 km. Pour un regard français, habitué aux pièces lourdes mais mobiles, cette machine semble presque archaïque. Et pourtant, elle incarne une philosophie de guerre radicalement différente. Adoptée officiellement en 1933, la pièce entre en production. Elle n'est pas pensée pour manœuvrer rapidement, elle est pensée pour frapper une cible précise et la détruire sans appel. Son équipage compte 15 hommes. Chaque obus pèse environ 100 kg. Chaque tir demande du temps, de la coordination et une discipline absolue. Mais chaque impact peut décider de l'issue d'un combat local.
Lorsque la guerre éclate en Europe, cette arme a déjà trouvé sa place dans la doctrine soviétique. Elle attend simplement son moment. Et ce moment viendra d'abord dans les forêts glacées du Nord, puis dans les plaines brûlantes de l'Est, avant de frapper jusqu'au cœur des villes européennes. Hiver 1939. Bien avant que l'Europe occidentale ne soit engloutie par la guerre totale, un autre front révèle déjà ce que vaut réellement la masse de Staline. Pour un lecteur français, cet épisode est souvent relégué au second plan, perçu comme un conflit périphérique. Et pourtant, c'est précisément là, dans le froid absolu de la Carélie, que cette arme prouve pour la première fois qu'elle peut changer le cours d'une campagne entière. Lorsque l'armée rouge avance sur l'isthme de Carélie, les premières semaines donnent l'illusion d'une opération rapide. Les forces soviétiques progressent, repoussent les unités finlandaises et s'approchent de leur objectif principal. Puis soudain, l'élan s'arrête. Devant elles se dresse un système défensif que beaucoup, en Europe, considèrent alors comme l'un des plus solides du continent, la ligne Mannerheim. Pour un officier français, le parallèle est immédiat. Des bunkers en béton armé, des casemates enterrées, des champs de mines, des obstacles anti-chars, une défense pensée pour épuiser l'assaillant. Les premières tentatives soviétiques se heurtent à une réalité brutale. L'infanterie ne peut pas progresser. Les chars sont stoppés ou détruits. L'artillerie de campagne se révèle impuissante. Les obus éclatent, marquent le béton, mais ne le percent pas. Les pertes augmentent et l'offensive piétine. C'est à ce moment que les unités d'artillerie lourde entrent en scène. Lentement, méthodiquement, les obusiers de 203 mm sont acheminés vers la ligne de front. Leur déploiement est une opération en soi. Chaque pièce est lourde, massive, exigeante. Dans la neige profonde, le sol gelé, sous le feu ennemi, les équipages travaillent pendant des heures pour mettre leurs armes en batterie. Pour un observateur occidental, cette lenteur pourrait sembler un défaut fatal. Mais une fois en place, tout change. Les premiers tirs produisent un effet que personne n'avait anticipé à une telle échelle. Là où les obus plus légers échouaient, les projectiles de la masse de Staline percent, écrasent, pulvérisent. Les bunkers réputés invulnérables se fissurent, s'effondrent, disparaissent sous des explosions titanesques. Les casemates sont transpercées de part en part. L'onde de choc tue même sans impact direct. Des positions entières cessent d'exister en quelques minutes. Pour les défenseurs finlandais, l'effet est autant psychologique que matériel. Le grondement de ces tirs se propage sur des kilomètres. Chaque impact semble annoncer la fin inévitable de la position suivante. Des ouvrages construits pendant des années sont détruits en une poignée de coups. Les communications sont rompues, les accès obstrués, les survivants ensevelis sous des tonnes de béton et de terre. C'est durant ces combats que les soldats soviétiques donnent à l'obusier un surnom évocateur. Ils parlent d'un sculpteur, non pas par ironie, mais parce que chaque tir redessine littéralement le terrain. Là où se trouvait une fortification nette et fonctionnelle, il ne reste plus qu'un amas informe de débris. Pour un analyste français, cette image est frappante. Elle démontre qu'une ligne fortifiée, aussi impressionnante soit-elle, n'est jamais absolue face à une puissance de feu adaptée. Bien sûr, tout n'est pas simple. La masse de Staline n'est pas une arme miracle. Son poids complique chaque déplacement. Son installation demande du temps. Dans les conditions extrêmes de l'hiver finlandais, chaque manœuvre est un combat contre le froid, la fatigue et le terrain. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les pertes en obusiers lourds restent extrêmement faibles, alors que leur impact sur le champ de bataille est décisif. Lorsque la ligne Mannerheim finit par céder, il devient évident que cette rupture n'est pas due à un seul facteur. Mais sans la contribution de l'artillerie lourde, et en particulier de ces obusiers de 203 mm, l'opération aurait coûté bien plus cher, voire échoué. Pour la première fois, la masse de Staline a prouvé qu'elle pouvait forcer une porte que l'on croyait scellée. Cet épisode ne passe pas inaperçu en Europe. Les attachés militaires, les observateurs, les analystes prennent note. En France, où l'on réfléchit encore à la valeur des grandes fortifications, ces événements sont étudiés avec attention. Une idée commence à s'imposer. Le béton n'est pas une garantie absolue. Face à une puissance de feu suffisante, même les défenses les mieux conçues peuvent être réduites au silence. Mais ce succès n'est qu'un prélude. Car si la masse de Staline a appris à briser les forteresses immobiles, la guerre qui s'annonce va lui imposer un défi bien plus dangereux. Une guerre de mouvement, rapide, imprévisible, où la lenteur peut coûter la perte de l'arme elle-même. Juin 1941.
la guerre change brutalement de visage. Cette fois, il ne s'agit plus de briser des lignes fixes ou de réduire des ouvrages préparés. Le front s'effondre, se déforme, recule chaque jour. Pour une arme comme la masse de Staline, conçue pour une guerre méthodique et préparée, c'est le pire scénario imaginable. Les divisions allemandes avancent vite, trop vite. Les routes sont coupées, les dépôts abandonnés, les communications rompues. Les grandes unités soviétiques manœuvrent dans le chaos. Et au milieu de ce désordre, les obusiers de 203 mm deviennent soudainement un fardeau dangereux. Leur puissance est intacte, mais leur lenteur les condamne. Impossible de les déplacer assez rapidement pour suivre un front qui se dérobe sans cesse. Pour le commandement soviétique, le dilemme est terrible. Laisser ces pièces sur place, c'est risquer qu'elles tombent intactes aux mains de l'ennemi. Les engager dans des combats improvisés, c'est presque assurer leur destruction. La décision tombe, froide et pragmatique. Les unités d'artillerie de grande puissance doivent être retirées en profondeur. La masse de Staline quitte le champ de bataille au moment même où la guerre devient totale. Ce retrait n'a rien d'une fuite désorganisée. Les pièces sont démontées, évacuées, parfois sous le feu, parfois à quelques heures seulement de l'arrivée des colonnes ennemies. Malgré cela, certaines ne peuvent être sauvées. Plusieurs obusiers sont capturés. Pour les Allemands, c'est une surprise. Ils découvrent une arme massive, inhabituelle, dont la conception diffère radicalement de leur propre doctrine d'artillerie. Ces pièces ne sont pas simplement étudiées, elles sont intégrées. Sous une nouvelle désignation, elles entrent en service dans certaines unités allemandes. Les ingénieurs adaptent les charges, les artilleurs apprennent à les utiliser. Le simple fait que l'ennemi choisisse de réemployer ces obusiers est révélateur. Pour un analyste français, ce détail est lourd de sens. Une arme réellement médiocre n'est jamais adoptée par l'adversaire. Pendant ce temps, la majorité des masses de Staline restent invisibles. Elles attendent, stockées, entretenues, préservées. La guerre fait rage sans elles. Moscou est menacé, puis sauvé. Les combats s'étendent vers le sud, vers le Don, vers la Volga. À première vue, ces obusiers semblent appartenir à une guerre déjà dépassée, trop lent pour une époque dominée par les chars et les mouvements rapides. Mais la guerre ne reste jamais figée. À la fin de 1942, la situation bascule. L'encerclement des forces allemandes à Stalingrad marque un tournant stratégique. L'initiative change de camp. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, le commandement soviétique peut planifier, préparer, concentrer ses moyens. Et dans ses plans, la masse de Staline retrouve soudain sa place. Les régiments d'artillerie lourde sont reformés, rééquipés, renvoyés vers l'avant. Cette fois, ils ne sont plus destinés à freiner une avancée ennemie, mais à ouvrir la voie. Leur mission est claire. Là où l'ennemi s'est enterré, là où il a transformé villages, collines et points d'appui en forteresses improvisées, ils doivent frapper sans compromis. Pour un observateur français, cette évolution est essentielle. Elle montre que cette arme n'est pas un vestige du passé, mais un outil parfaitement adapté à une guerre redevenue positionnelle, dense, meurtrière. Les lignes allemandes, saturées de nids de résistance, de points fortifiés et de positions bétonnées, offrent exactement le type de cible pour lesquelles l'obusier de 203 mm a été conçu. À partir de ce moment, la masse de Staline cesse d'être une arme en réserve. Elle redevient un instrument central de la stratégie soviétique, non pas en masse aveugle, mais comme un levier précis, concentré sur les secteurs décisifs. Chaque retour au front est préparé, chaque position soigneusement choisie. L'arme qui avait failli disparaître revient avec une réputation nouvelle, presque mythique. Et bientôt, cette réputation va franchir un seuil supplémentaire, car ce que personne, en Europe occidentale, n'avait réellement anticipé, c'est que cette masse, pensée pour écraser des murs, allait s'attaquer à ce que l'on croyait intouchable. Non plus le béton, mais l'acier des blindés lourds. Lorsque l'armée rouge commence à repousser durablement les forces allemandes vers l'ouest, la guerre change encore de nature. Les grandes manœuvres de percée laissent place à une progression lente, violente, ponctuée de combats pour chaque point d'appui. Villages, carrefours, collines, bâtiments isolés deviennent autant de forteresses improvisées. Pour une arme comme la masse de Staline, cette phase du conflit ouvre un champ d'emploi totalement inattendu. Les villes d'Europe centrale et orientale ne ressemblent pas aux plaines ouvertes de l'Est. La pierre, la brique, les caves profondes et les murs épais transforment chaque rue en piège. Les unités allemandes exploitent parfaitement ce terrain,
un seul immeuble peut bloquer l'avancée d'un bataillon entier. Les tirs viennent de partout, les angles morts sont innombrables, et chaque tentative d'assaut coûte cher. Face à ce type de résistance, les moyens classiques atteignent rapidement leurs limites. Les obus de petit calibre éclatent sans effet décisif. Les charges d'infanterie se brisent contre des positions invisibles. C'est dans ce contexte que les équipages de la masse de Staline commencent à employer leurs armes d'une manière radicalement nouvelle. Il ne s'agit plus de frapper à distance, mais de s'approcher. Lentement, sous protection, les obusiers sont amenés à portée directe des objectifs. Pour un officier français, cette image est presque irréelle. Une pièce d'artillerie de 203 mm avancée dans une rue, braquée sur une façade, comme un bélier géant prêt à frapper. Chaque mise en batterie est un pari. Chaque tir expose l'équipage. Mais le résultat est sans appel. Un seul impact suffit. Les murs s'effondrent, les étages s'écrasent les uns sur les autres, les positions disparaissent instantanément. Là où une section aurait perdu des dizaines d'hommes, un seul coup ouvre la voie. Peu à peu, une méthode se dessine. Les unités légères fixent l'ennemi, saturent la zone de feu, tandis que l'obusier se prépare. Puis vient le tir unique, précis, dévastateur. C'est dans ces combats urbains que naît une forme de tir presque chirurgical, que certains officiers qualifieront plus tard de tir de précision lourde. L'objectif n'est pas la destruction générale, mais l'anéantissement d'un point précis, une embrasure, une fenêtre, une entrée de cave. Pour un observateur occidental, cette approche bouleverse les catégories traditionnelles de l'artillerie. La masse de Staline devient à la fois outil de siège et arme tactique directe. En Autriche, lors des combats pour Vienne, cette méthode atteint un degré de maîtrise impressionnant. Dans plusieurs quartiers, des positions allemandes résistent pendant des heures, parfois des jours. Les tentatives d'approche échouent, les pertes s'accumulent. Alors, l'ordre est donné. L'obusier est avancé, le point est choisi, le calcul est fait. Un seul tir est déclenché. L'effet dépasse toutes les attentes. L'obus traverse plusieurs murs avant d'exploser au cœur du bâtiment. Non seulement la position visée est détruite, mais des structures adjacentes s'effondrent sous l'onde de choc. Lorsque les soldats avancent, il ne reste rien à neutraliser. Pour les commandants soviétiques, c'est une confirmation. Pour les analystes étrangers, c'est un choc doctrinal. Plus au nord, dans les villes fortifiées de Prusse orientale, le même scénario se répète. Des ouvrages transformés en bastions tiennent face à des bombardements classiques. Puis arrivent les obusiers lourds. Méthodiquement, un point après l'autre, les défenses sont écrasées. L'ennemi ne recule pas toujours, mais il cesse d'exister là où la masse de Staline frappe. Les rapports circulent, les témoignages s'accumulent. En France, ces informations sont étudiées avec attention. Elles résonnent avec une inquiétude particulière. Elles rappellent que la supériorité technique ne repose pas uniquement sur la mobilité ou la finesse des systèmes, mais aussi sur la capacité à concentrer une violence extrême au moment décisif. Lorsque les combats atteignent enfin la capitale allemande, cette logique est poussée à son paroxysme. Les carrefours deviennent des champs de ruines. Les bâtiments solides, transformés en positions clés, sont réduits en quelques tirs. À très courte distance, les obusiers ouvrent des brèches là où aucune autre arme ne le peut. La progression est lente, mais irréversible. À ce stade, la masse de Staline n'est plus seulement une arme, elle est un symbole, celui d'une guerre qui ne cherche plus à contourner les obstacles, mais à les écraser frontalement. Pourtant, alors même que son efficacité atteint un sommet, une question commence à émerger. Cette arme, aussi redoutable soit-elle, peut-elle survivre à la guerre qui s'annonce après la guerre? Après la capitulation allemande, le silence retombe progressivement sur l'Europe. Les canons se taisent, les villes se relèvent, les armées comptent leurs pertes et leurs leçons. Pour la masse de Staline, la guerre est terminée, mais son histoire opérationnelle ne l'est pas encore. Elle entre dans une phase plus discrète, plus froide, observée de près par ceux qui, en France, cherchent à comprendre ce que cette arme annonce pour l'avenir. Les états-majors occidentaux épluchent les rapports, croisent les témoignages, analysent les données. Une conclusion s'impose rapidement. La puissance brute a encore sa place dans la guerre moderne, mais à une condition essentielle, la mobilité. Or, sur ce point précis, la masse de Staline montre ses limites. Chaque déplacement exige du temps, des moyens, une logistique lourde. Dans un monde qui s'oriente vers des conflits rapides et mécanisés,
ce handicap devient critique. Du côté soviétique, le constat est identique. L'obusier a prouvé son efficacité, mais son châssis chenillé complique tout. Le transport fractionné, la vitesse réduite, la dépendance à des tracteurs puissants freinent son emploi. La décision est prise de transformer l'arme sans toucher à son cœur. Le tube reste, la puissance reste, mais le support doit changer. Au milieu des années 50, une version modernisée apparaît. La masse de Staline abandonne les chenilles pour un affût à roues. Le résultat est immédiat. La vitesse de déplacement augmente fortement. Le canon n'a plus besoin d'être démonté pour le transport. Le temps de mise en batterie diminue. Pour les observateurs français, cette évolution est significative. Elle montre une volonté claire de conserver la philosophie de destruction tout en l'adaptant aux exigences nouvelles. Mais le monde ne se contente pas d'évolutions progressives. Une rupture bien plus radicale s'impose à toutes les armées. L'arme nucléaire entre en scène. Elle bouleverse les équilibres, les doctrines, les priorités industrielles. Et là encore, la masse de Staline se retrouve au cœur des réflexions. Les ingénieurs soviétiques explorent une possibilité qui semble presque irréelle. Adapter un obus de 203 mm à une charge nucléaire tactique. Le défi est immense. Miniaturisation, sécurité, compatibilité balistique. Après des années de travaux, la solution est trouvée. L'obusier, conçu pour briser le béton, devient capable de projeter une charge atomique à des dizaines de kilomètres. Pour un analyste français, ce basculement est vertigineux. Une arme née des leçons de la Première Guerre mondiale se retrouve projetée dans l'ère nucléaire. La masse de Staline change de nature sans changer d'apparence. Elle n'est plus seulement un outil de siège, elle devient un vecteur stratégique, capable de frapper une concentration de troupes ou une zone fortifiée avec une puissance sans précédent. Pourtant, cette mutation porte en elle la fin de l'arme, car l'artillerie nucléaire exige autre chose. Plus de portée, plus de protection pour l'équipage, plus de mobilité autonome. Les obusiers tractés, même modernisés, ne suffisent plus. Une nouvelle génération apparaît, intégrant moteur, blindage et puissance de feu dans une seule plateforme. Lorsque les systèmes automoteurs de gros calibre entrent en service, la masse de Staline comprend que son temps touche à sa fin. Elle a été adaptée, renforcée, transformée. Mais elle appartient désormais à une autre époque. Une époque où l'on avançait lentement pour frapper irrémédiablement. Progressivement, les dernières pièces quittent les unités opérationnelles. Elles ne sont plus engagées, elles ne sont plus modernisées. Leur mission est terminée. Sans cérémonie, sans discours, l'arme qui avait écrasé bunkers, immeubles et certitudes militaires disparaît des rangs actifs. Pour les officiers et historiens français, la leçon demeure pourtant intacte. La masse de Staline a démontré qu'aucune protection n'est absolue, que la guerre ne se gagne pas seulement par la finesse technologique, mais aussi par la capacité à concentrer une force démesurée au moment décisif. Et que parfois, une arme conçue pour une tâche précise peut, dans le chaos du conflit, redéfinir complètement son rôle. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, écrivez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien permet de continuer à explorer les armes, les doctrines et les chocs militaires qui ont façonné l'histoire européenne.